En l'an 1000 de notre ère, en plein hiver, un équipage viking a posé le pied sur la côte de ce qui est aujourd'hui le nord de Terre-Neuve. Il venait de passer des semaines en mer. Le vent venu de la mer du Labrador transperce une peau non protégée en quelques minutes. Le sol était gelé. Aucune ville ne les attendait. Aucune construction. Aucune conduite de gaz enterrée sous le gel. Aucune quincaillerie avec des panneaux isolants empilés près de la porte. Dès le deuxième soir, ils avaient chaud. Pas confortable. Chaud. C'est-à-dire que les gens à l'intérieur dormaient et survivaient, tandis qu'à l'extérieur, la température faisait ce que janvier fait à Terre-Neuve. Tenter de tuer tout ce qui n'y est pas préparé. Ce n'était pas une question de chance, ni d'une technologie perdue. C'était un principe physique si simple que votre maison repose déjà sur tout ce qu'il faut pour faire la même chose. Et la technique ne coûte rien à construire. La preuve de leur méthode est restée dans le sol de Terre-Neuve depuis l'an 1000. L'archéologue Birgitta Wallace l'a documenté en détail dans ses rapports de fouilles publiés par Parc Canada en 2000 et 2006, le compte-rendu archéologique définitif de L'Anse aux Meadows, le seul site nordique confirmé en Amérique du Nord. Ces rapports décrivent avec précision les murs des maisons longues, de la tourbe, de la terre compactée. Certaines sections atteignent 2 mètres d'épaisseur, 2 mètres de terre entre les gens à l'intérieur et le vent à l'extérieur. Ces murs avaient une propriété précise que la mousse synthétique ne peut pas reproduire. Un comportement thermique que la science du bâtiment moderne nomme, mais que les colons nordiques ont découvert à travers 3 siècles d'erreurs mortelles. On y vient dans environ 60 secondes. Cela change votre regard sur chaque mur extérieur de votre maison ? L'industrie de l'isolation résidentielle en Amérique du Nord génère plus de 12 milliards de dollars par an, selon le rapport sectoriel 2023 d'Ibis World sur les entreprises d'isolation. Chaque dollar de ce chiffre repose sur une seule hypothèse. Vous avez besoin d'un produit, installé par un professionnel, remplacé périodiquement pour empêcher votre maison de perdre sa chaleur par les murs. Cette hypothèse a moins de 200 ans. Les techniques à Viking n'ont pas eu à faire leurs preuves dans des conditions confortables. Elles ont été testées par l'océan ouvert, le grand froid et l'absence totale de solutions de secours. Si une méthode fonctionnait, l'équipage survivait et la transmettait. Si elle échouait, le savoir disparaissait avec ceux qui y croyaient. Pas des difficultés, la mort. C'est ce niveau d'exigence qui a produit chaque technique issue des sites nordiques. Et c'est pourquoi ces techniques tiennent là où les produits modernes commencent à faillir. Les preuves physiques sont toujours là. Les murs de tourbe documentés à L'Anse aux Meadows par Birgitta Wallace. Les maisons longues à talus de terre fouillés à Hedeby, dans la péninsule du Jutland. Le principal comptoir commercial nordique occupé d'environ 800 à 1050 de notre ère. Fouillé par l'archéologue Herbert Jankun entre 1930 et 1939. Et publié dans sa monographie Haithabu, Ein Handelsplatz der Wikingerzeit en 1956. Les mesures de Jankun montrent un talus de terre systématique sur les façades extérieures de plusieurs bâtiments. Pas un seul bâtiment expérimental. La norme établie dans toute une colonie. Ce n'est pas de l'expérimentation, c'est de l'ingénierie. Les maisons longues de la forteresse circulaire de Trelleborg, au Danemark, fouillées par l'archéologue Poul Nørlund de 1934 à 1942, et documenté dans sa publication Trelleborg de 1948, éditée par le Musée national du Danemark, montre le même principe. Des murs à talus de terre, de la tourbe compactée contre les façades, une communauté de plusieurs centaines de personnes maintenant des températures viables l'hiver scandinave, sans dépenser de combustible pour l'isolation elle-même. Ils n'ont pas survécu parce que leur savoir a été préservé. La physique, elle, n'a pas besoin de l'être. Elle ne périme pas. 1 mètre de terre compactée fait la même chose cet hiver qu'en l'an 1000. Mais voici ce qu'aucune entreprise d'isolation n'a intérêt à ce que vous sachiez. Le mécanisme physique précis qui fait que la Terre agit différemment de la mousse. Et pourquoi cette différence compte surtout quand le froid dépasse le seuil où les produits synthétiques deviennent moins efficaces. Ce mécanisme, c'est ce qui suit. Ce n'est pas une idée nouvelle. L'archéologue Els Røsdahl décrit la construction domestique nordique dans The Vikings, publié par Penguin en 1987. Elle présente la maison longue en tourbe comme un système thermique passif. Les murs de terre absorbent la chaleur le jour et la restituent lentement la nuit. Comme une lourde cocotte en fonte garde sa chaleur des heures après être retirée du feu. Le matériau stocke l'énergie. Il ne bloque pas seulement le froid. Il retient la chaleur et la rend. L'archéologue Neil Price analyse la maison longue comme une réponse technique à un environnement spécifique dans The Viking Way, publié par Cambridge University Press en 2019. Les bancs-lits alignés le long des murs intérieurs, documentés à L'Anse aux Meadows, à Hedeby, partout dans les vestiges nordiques, n'étaient pas que du mobilier. C'étaient des plateformes remplies de terre, adossées directement aux murs de tourbe, captant la chaleur rayonnante de la masse thermique et la maintenant à hauteur de couchage toute la nuit.
Le design n'était pas décoratif. Chaque choix de construction était un calcul thermique fait par des gens dont la vie en dépendait. Puis, la fin du XIXe siècle y a mis un terme. Pas parce qu'un meilleur système est arrivé, parce qu'un système facturable est arrivé. Dans les années 1880 et 1890, la construction standardisée à ossature de bois se répand en Islande, en Norvège et dans les communautés d'origine nordique du nord du Canada. Paul Oliver documente cette transition dans l'Encyclopédie de l'architecture vernaculaire du monde, publiée par Cambridge University Press en 1997. Oliver note que, dans les cas documentés à travers les communautés nord-atlantiques, les premiers bâtiments à ossature bois étaient moins performants pour retenir la chaleur que les constructions en tourbe qu'ils remplaçaient. Ce changement fut motivé par la disponibilité commerciale du bois de sciage et le prestige social des matériaux industriels, pas par des données de performance. Pas faux. Gênant. Un talus de tourbe ne se facture pas au mètre carré. Un panneau de mousse, si. La terre tassée exige une pelle et 2 heures de votre après-midi. Un système d'isolation installé par un pro exige un entrepreneur agréé, un rendez-vous planifié et un budget minimum qui se chiffre en milliers de dollars dans la plupart des régions d'Amérique du Nord. Le savoir-faire que les communautés nordiques avaient perfectionné sur 3 siècles, depuis les premières maisons longues de Hedeby, documentées par Jean Kuhn, jusqu'à la construction en tourbe aboutie visible à Lance aux Meadows, dans les rapports de Birgitta Wallace, n'a pas été supprimé. Rien n'a été caché, rien n'a été interdit. Le cycle de facturation n'avait tout simplement pas de place pour ce qui est gratuit. Ce que vous allez construire ne coûte rien. Cela commence par un principe physique si simple qu'il tient en une phrase. Cette phrase est à 30 secondes. À son apogée, le réseau commercial et de peuplement nordique s'étendait de Terre-Neuve à Constantinople et Bagdad, documenté par Ibn Fadlan dans son témoignage direct sur les marchands vikings des Rousses, écrit en 921 de notre ère, conservé dans un manuscrit à la bibliothèque du sanctuaire de Meshed en Iran et traduit par l'historien Richard Fry en 2005 dans son ouvrage « Le voyage d'Ibn Fadlan chez les Rousses ». Chaque établissement de ce réseau a résolu le problème du chauffage hivernal sans payer personne, sans entrepreneur, sans panneau, sans planning de remplacement. L'enquête sur la consommation résidentielle d'énergie 2022 du département de l'énergie américain identifie l'isolation insuffisante des murs et des fondations comme cause principale des surcoûts de chauffage dans les foyers des climats froids. Le ménage moyen concerné dans le nord des États-Unis dépense plus de 1 000 $ de plus par an pour se chauffer qu'un logement correctement isolé. Les colons nordiques n'ont jamais dépensé un sou en isolation, pendant des siècles d'occupation dans des climats aussi rudes que Terre-Neuve et l'Islande. La physique qu'ils ont utilisée n'a pas changé d'une seule variable depuis l'an 900. Elle est dans le sol, dehors, devant chez vous, en ce moment même, et presque personne ne l'utilise. Si cela vous a fait marquer un temps d'arrêt, cette chaîne existe précisément pour cette raison. Chaque semaine, nous retrouvons une technique que l'industrie pensait que vous ne chercheriez jamais. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine. Vous avez vu ce principe toute votre vie sans faire le lien. Pensez à un mur de pierre par une chaude après-midi. Touchez-le à midi, il est chaud du soleil. Touchez-le à minuit, 6 heures après le coucher du soleil, il est encore chaud. La pierre n'a pas généré de chaleur. Elle a stocké ce que le soleil lui a donné et le restitue lentement dans la nuit. Pensez à un caveau à légumes. Avant la réfrigération, chaque ferme des climats froids creusait un trou, le tapissait de terre et y conservait les denrées tout l'été. La terre maintenait une température intérieure stable, quoi que fasse l'air au-dessus. Elle ne produisait pas du froid. Elle maintenait une température stable et protégeait l'espace intérieur des variations extérieures. L'enveloppe de votre maison fonctionne sur le même principe, dans les deux sens. Au-delà d'environ 60 cm de profondeur, la température du sol dans la majeure partie de l'Amérique du Nord reste dans une fourchette qui semble tempérée au toucher toute l'année, ce que confirment les données du service géologique des États-Unis sur les gradients thermiques. Elle ne gèle pas. Elle n'atteint pas les extrêmes estivaux. Elle se maintient entre 7 et 15 degrés. Au cœur de l'hiver, c'est de 20, 30, parfois 40 degrés plus chaud que l'air extérieur. Quand une masse de terre est fermement appliquée contre vos murs extérieurs et vos fondations, votre système de chauffage ne combat plus la température extérieure totale. Il combat la température bien plus douce du sol. C'est tout le mécanisme. La terre est le tampon. Le tampon est gratuit. La plupart de ceux qui tentent de reproduire ce que faisaient les bâtisseurs vikings commettent une erreur spécifique dès la première étape. C'est la différence entre un talus qui retient la chaleur tout l'hiver et un talus qui s'affaisse, se fissure et échoue avant le premier gel sérieux. Voici ce dont vous avez besoin. Voici ce dont vous avez besoin. Je veux être honnête sur chaque chiffre.
Vous avez besoin d'une bêche plate et d'une pelle de jardin standard. Vous les possédez presque certainement déjà. Vous pouvez les emprunter à un voisin sans insister. Vous avez besoin d'accès à de la terre. Si vous avez une pelouse, vous avez des mottes de gazon. Si votre terrain n'en a pas, un fournisseur en aménagement vend du terreau en sac, entre 3 et 5 $ le sac de 20 kg. Pour les murs nord et ouest d'une maison standard, il vous faudra à peu près ce qui remplit le plateau d'une petite camionnette. Si vous creusez dans votre propre jardin ou un terrain dégagé à proximité, le coût est nul. Si vous voulez une bordure nette pour votre talus, une rangée de piquets en bois non traités coûte environ 20 $ en quincaillerie. Une rangée de pierres des champs empilés, si votre terrain en a, ne coûte rien. C'est sincèrement tout. Voici ce que la plupart des gens font de faux quand ils essaient de construire un talus thermique. Ils entassent de la terre meuble contre le mur et s'en vont. Un sol meuble est traversé de poches d'air dans toutes les directions. Ces poches d'air sont l'ennemi du stockage thermique. La chaleur traverse l'air facilement et rapidement. Un tas de terre meuble n'est pas une isolation, c'est une lente fuite déguisée. Les bâtisseurs nordiques ne construisaient pas avec de la terre meuble, et les structures ayant survécu le confirment sur chaque site fouillé. Les murs de lance aux Meadows, documentés par Birgitta Wallace, les talus de terre de Hedeby, relevés par Young Koon, chaque exemple montre un matériau dense et compacté, posé en assise, damé entre les couches, construit dans l'intention d'éliminer l'air, pas juste d'ajouter de la masse, la densité et la technologie. Tout le reste en découle. Voici comment la construire correctement. Déblayer le sol le long du mur ciblé. Retirer toute végétation, paille, meubles ou débris jusqu'à la terre ferme. La base de votre talus doit démarrer sur un sol solide, sans interstice entre la première assise et la fondation. Un vide à la base ruine tout ce qui est construit au-dessus. Découpez vos premières mottes de gazon, de la taille d'un grand livre relié, environ 30 cm de long, 20 de large, 10 d'épaisseur. Posez les gazons vers le bas, fermement contre le mur. Pas d'espace entre les mottes, pas de jour entre la motte et la façade de la fondation. Tassez chaque pièce avec le talon avant de poser la suivante. Vous éliminez de l'air, vous n'arrangez pas une bordure de jardin. Voici maintenant l'étape qui a séparé les maisons longues nordiques, encore visibles de celles qui ont échoué avant le premier hiver. Soyez attentifs, car l'ignorer est la raison de la plupart des échecs. Avant de poser la deuxième assise de motte, comblez les espaces sur et entre la première assise avec de la terre meuble. Versez-la, puis compactez-la. Pressez fermement avec le talon de votre botte, ou travaillez la surface avec la face plane d'une planche de bois. Faites-le avant de poser d'autres mottes au-dessus. Cette couche de remplissage est ce qui fait du talus une masse thermique unique, et non un empilement de pièces isolées. Sans ce remplissage, chaque assise de gazon est séparée par de petits canaux d'air. Avec la terre damée entre elles, toute la structure stocke et restitue la chaleur comme une seule unité. Posez votre deuxième assise de motte, gazon vers le haut. Les racines de cette assise supérieure vont pousser vers le bas dans la couche de terre compactée durant les semaines suivantes. Les systèmes racinaires sont le liant naturel. Ils consolident la structure de l'intérieur sans quincaillerie, colle ou entretien de votre part. Quand arrivera la première gelée sérieuse, le talus sera une structure vivante unique. Il ne bouge pas, il ne se fissure pas, il tient. Montez jusqu'à l'appui de fenêtre sur le mur ciblé. Cette hauteur n'est pas arbitraire. L'air froid d'hiver est plus dense que l'air chaud. Il coule au sol et stagne au niveau des fondations. Un talus qui atteint le bas de vos fenêtres traite précisément la zone où la déperdition thermique est la pire dans un bâtiment résidentiel standard. À la fin de chaque section de mur, pressez la paume de votre main contre la surface extérieure du talus pendant 15 secondes. Vous vérifiez deux choses. Premièrement, la surface doit tirer la chaleur de votre paume de manière régulière, non le choc froid d'un métal nu, mais une lente et uniforme absorption, comme un plan de travail en pierre. Cette absorption régulière signifie que la masse commence à se charger. Deuxièmement, la surface ne doit pas céder sous la pression. Si elle cède, le compactage est insuffisant. Retravaillez-la avec le talon avant que la prochaine pluie ne fige la structure dans son état actuel. Après 3 jours de température supérieure à 0, appuyez à nouveau votre main sur la même surface. Cette fois, elle semblera neutre plutôt que froide. Elle ne puisera plus de chaleur à votre main, ni n'en restituera. C'est la masse qui retient sa première chaleur stockée face à la température de l'air extérieur. Après une semaine complète, elle sera légèrement tiède au toucher, même à minuit, même avec un thermomètre bien en dessous de 0. C'est exactement ce que mesurait Birgitta Wallace quand elle a documenté ses épaisseurs de murs de 2 mètres à Lance aux Meadows. La densité, la masse, la chaleur stockée qui persiste dans l'obscurité parce que la terre ne pouvait la perdre rapidement. Ce que vous venez de construire est l'une des dizaines de techniques de construction nordique présentées sur cette chaîne, chacune issue de l'archéologie, chacune libre à reproduire. Si cela compte pour vous, abonnez-vous. C'est ici que vit ce savoir. Un talus sur un mur change un mur.
ce qu'un établissement nordique de plusieurs centaines de personnes faisait avec ce principe à l'échelle d'une communauté, et ce que cela implique pour votre réflexion sur les déperditions de votre maison entière, c'est là que les chiffres cessent d'être modestes. La forteresse circulaire de Trelleborg, datée d'environ 980 et documentée dans le rapport de fouilles de Poul-Nørlund de 1948 pour le Musée national du Danemark, abritait environ 4 à 500 personnes durant plusieurs hivers scandinaves. Les maisons longues à l'intérieur de Trelleborg présentaient un talutage de terre systématique sur leurs murs extérieurs dans tout l'établissement, pas quelques bâtiments, tous. La communauté avait standardisé la technique pour chaque structure érigée, comme un promoteur standardise un type d'isolation dans un lotissement. Sauf que la version nordique ne coûtait rien par unité, ne nécessitait ni entrepreneur agréé, ni calendrier de livraison, ni garantie du fabricant expirant avant le règlement de la facture. Appliquez le même principe à votre maison, étape par étape, au cours d'un seul automne. Le mur nord le premier week-end, le mur ouest le week-end suivant. Ces deux façades reçoivent le froid le plus violent dans l'hémisphère nord en hiver. Enterrez-les jusqu'à l'appui de fenêtres, et votre chauffage luttera contre la température du sol, et non de l'air, sur les faces les plus exposées. Le mur sud, qui reçoit le soleil bas d'hiver et procure un gain passif les jours clairs, est moins prioritaire. Le muret peut attendre le printemps, avant l'hiver suivant. Une butte bien construite et plantée d'herbes ou de couvre-sol ne demande aucun entretien. Les racines stabilisent la structure face au gel et dégèlent. La terre ne pourrit pas. La masse thermique ne s'altère pas avec le temps, ni ne nécessite de remplacement programmé. Les murs norrois, documentés à Lance aux Meadows, sont en terre depuis plus de 1000 ans. Le matériau que Birgitta Wallace a décrit dans ses rapports de fouilles était toujours cohérent structurellement quand on l'a examiné. La physique qui rendait ces murs fonctionnels en l'an 1000 est la même qui opère dans votre butte ce mois-ci. Pas de facture, pas d'infrastructure, pas besoin de demander la permission. Une seule situation limite l'efficacité. Un type de sol spécifique que les colons norrois en Islande ont rencontré et résolu d'une manière documentée, rendant la technique plus durable que tout ce qu'un entrepreneur vend aujourd'hui. La solution est à la fin de ce texte. Un sol à forte teneur en argile. Si la terre autour de votre maison est surtout argileuse, celle qui colle aux bottes au printemps et durcit en plaques l'été, une butte de gazon appliquée directement sur la fondation, sans drainage, peut piéger l'eau contre le mur. L'eau maintenue contre une fondation en bois ou maçonnerie, avec les cycles de gel-dégel, accélère précisément les dégâts que la butte doit prévenir. Les colons norrois en Islande ont rencontré exactement ceci. Le sol islandais est volcanique et lourd en maints endroits, avec un mauvais drainage naturel dans les zones basses où s'installaient les grandes maisons. La réponse est visible dans les constructions documentées par Else Rosdahl dans The Vikings. Un canal de drainage peu profond creusé le long de la base du mur extérieur avant d'élever le gazon. Une tranchée large comme la paume de la main, remplie de gravier grossier ou de pierrailles, pour évacuer l'eau de la fondation avant que la butte ne touche le mur. Creusez cette tranchée avant de poser la première motte. Remplissez-la de gravier grossier, en sac de 20 kg dans les magasins de bricolage pour quelques euros, ou récupérez d'un tas de pierres si vous en avez. La tranchée n'a pas besoin d'être profonde. La largeur et la profondeur de votre main suffisent. Le gravier fait le travail. Avec cette couche drainante, une butte sur sol argileux fonctionne aussi bien que sur terre bien drainée. L'humidité s'éloigne du mur, la masse thermique reste sèche. La structure résiste au cycle de gel-dégel qui fissurerait et soulèverait une butte non drainée en un seul hiver rigoureux. Les murs de gazon documentés à Lance aux Meadows sont toujours en terre à Terre-Neuve. La terre, compactée à la main par les bâtisseurs norrois en l'an 1000, est toujours là. La masse thermique que ces murs représentent fait toujours la même chose que la deuxième nuit après l'arrivée de l'équipage, maintenir l'écart de température entre intérieur et extérieur, se charger le jour, se décharger la nuit, sans demander rien à personne. La physique n'a pas de date de péremption. La Terre ne vous envoie pas de facture. Ce que vous construisez fonctionne sur le même principe. La température du sol autour de votre maison est la même qui a maintenu en vie un équipage norrois durant un hiver terneuvien, 1000 ans avant le premier marchand d'isolation. La terre compactée est le même milieu, les racines la consolident de la même façon, la chaleur s'emmagasine et se libère comme dans chaque grande maison qui a permis à un équipage de passer un hiver qu'il n'était pas censé survivre. Je ne sais pas ce qui vous a conduit ici. Peu importe. Ça marche dans les deux cas.